Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ultra ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Un update lecture avec des lectures qui m'ont déconcerté, qui m'ont fait vibrer et qui sont pour le moins surprenantes malgré une petite déception et une lecture qui vous laisse assez perplexe. Il y a principalement du graphique et un seul roman, donc je vais commencer du coup par celui-ci. Il s'agit de Toi et moi contre le reste du monde de Célia Aden que j'ai reçu en service presse numérique par les éditions MEC sur ma demande avant de devenir officiellement leur partenaire. C'est une romance qui m'a transportée dans cette histoire. Nous allons suivre l'histoire justement de Ben et de Inès. Ben et Inès se connaissent depuis tout petit. Il y a d'abord une amitié assez protectrice qui se lie entre eux. Puis un jour, des sentiments un peu plus sérieux vont affluer quand ils vont être adolescents. Puis un drame fait que Ben va disparaître du jour au lendemain sans aucun message. Inès va mal le vivre. Il va lui arriver des choses auxquelles on ne s'attend pas. Mais quand des années plus tard, Inès revoit Ben, ça va être très difficile pour elle. Très difficile dans le sens où elle ne pourra pas l'éviter. Les familles de Ben et Inès sont amies depuis toujours. Ben et Inès ont des amis communs. Ben et Inès vont devoir se retrouver au mariage de la sœur de Ben, Alexandra, qui est une amie d'Inès. Mais Ben est également le témoin de sa sœur ou du copain de sa sœur, je sais plus. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà le topo principal de cette histoire. C'est une histoire que j'ai pour le moins adorée, qui m'a surprise. Il faut savoir que c'est le premier livre de l'autrice, mais je n'ai vraiment pas du tout eu l'impression que c'était un premier livre. Pourquoi ? Puisque la narration est fluide et vous immerge immédiatement dans cette histoire, elle vous fait vibrer. Elle vous procure énormément de sentiments avec des personnages attachants, des personnages qui vous font chaud au cœur. Nous avons du coup, comme je vous dis, une plume fluide, mais aussi des descriptions qui sont bien menées. Bien menées dans le sens où il n'y en a ni trop ni pas assez, juste assez pour vous faire plonger dans cet univers, pour que vous sentiez la chaleur de chacune d'entre elles, vous imprégner. J'ai juste adoré le style narratrice de Célia. Nous sommes dans une romance douce et légère ici. Douce et légère dans le sens où il n'y a pas de bad boy. Nous sommes dans une histoire qui peut ressembler à une histoire d'amour que l'on pourrait rencontrer tous les jours, mais racontée d'une manière qui ne peut pas vous laisser indifférent. On se retrouve du coup dans chacun des personnages. On se retrouve également dans les comportements qu'ils abordent. Nous avons une unité qui est juste incroyable. Nous avons des soirées entre amis qui sont d'une simplicité, qui sont tellement semblable à ce qu'on peut vivre au quotidien, qu'il est facile de se retrouver dans cette histoire, qu'il est facile de voir une part de soi, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Nous avons des thématiques qui nous touchent tous, comme la difficulté de trouver un emploi après ses études, mais aussi de trouver sa voie avec toutes les réflexions qui y sont en lien, mais aussi avec tous les sentiments qu'on peut ressentir quand on a l'impression d'avoir fait des études pour rien, puisque soit on est trop jeune, soit on a trop de diplômes, soit on n'a pas assez d'expérience. Enfin, quand on débute dans le monde du travail, ce n'est jamais assez. Nous avons une alchimie entre Inès et Ben, une alchimie qui vous fait suivre un fil conducteur qui vous emmène justement vers des sentiments qui sont explosifs, qui sont tendres, qui sont bienvenus. Nous sommes dans une histoire de pardon, dans une histoire d'acceptation. Nous sommes dans une histoire d'amitié avec des personnages qui ont vécu. Un vécu qui est somme toute assez conséquent. Un vécu qui ne peut que vous émouvoir. J'ai adoré ce couple. J'en suis tombée dingue amoureuse, je l'ai lu rapidement. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire ce livre en travaillant. C'est-à-dire que dès que j'avais une occasion de sortir mon téléphone pour lire quelques lignes, pour m'imprégner de cet univers, je le faisais. Comme vous l'aurez compris, c'est une lecture pour le moins addictive, une lecture qui vous fait du bien.
C'est un premier roman, une première romance qui, à mon goût, ne faut absolument pas louper. De plus, j'ai eu aussi un crush pour un personnage secondaire qui a tout de même sa petite importance dans les rebondissements, un personnage qui attise ma curiosité, c'est le personnage de Julian et j'espère vraiment en avoir un spin-off de cette histoire puisque j'ai vraiment adoré Julian. C'est un personnage qui m'a profondément touchée. Ce livre, du coup, comme vous l'aurez compris, pour moi est presque un coup de cœur. Pourquoi le presque? Puisqu'il manque ce petit truc, mais vraiment ce chouïa pour créer du suspense, puisque comme dans toute romance, il est assez facile de deviner là où va en venir l'auteur, comment va se terminer l'histoire, et c'est juste ça qui a bloqué pour que ce soit vraiment un réel coup de cœur, mais c'en est vraiment pas loin. Maintenant, je vais vous parler d'une bande dessinée qui est un coup de cœur. Une bande dessinée dont je me suis délectée de chaque instant, de chaque graphisme. Une bande dessinée qui est juste incroyable. Je vais essayer de vous montrer du coup les graphismes vite fait comme ceci. C'est une bande dessinée qui m'a profondément touchée. Généralement, quand je lis des œuvres graphiques, j'ai tendance à les lire très rapidement, mais celle-ci, il a vraiment fallu que je prenne mon temps. C'était émouvant, c'était touchant. Dans cette histoire, nous suivons la jeune Sarah. Sarah, qui est une jeune fille qui vient des Indes. Son père est propriétaire d'une usine qui fabrique des poupées qui sont assez avancées puisqu'elles sont programmées pour faire des choses. Je ne vais pas trop développer là-dessus. Et donc, son père, pour le travail, va laisser sa fille dans un pensionnat à Londres, en Angleterre. Mais ça va lui déchirer le cœur de laisser sa fille. Et elle va du coup aller dans ce pensionnat. Mais pour cela, son père va donner des instructions à Mrs. Minchin, la propriétaire de ce pensionnat, ou plutôt la directrice, ce terme conviendrait mieux. Et Mrs. Minchin va se faire du coup des a priori sur Sarah, va croire que c'est une petite fille pourri gâtée parce que elle va avoir un nombre d'affaires incroyable. Son père va réclamer à ce qu'elle ait une grande chambre, va réclamer à ce qu'elle ait sa bibliothèque. Donc tout de suite, on se fait des idées. Sauf que Sarah, c'est la jeune fille touchante par excellence. Son papa va les laisser là-bas, mais elle est tellement liée avec son papa qu'une correspondance va s'établir. Son père travaille dans les affaires. Un jour, il va prendre une mauvaise décision et ils vont perdre toute leur fortune. Voilà le résumé de ce tome. C'est un tome qui n'est pas du tout dans le suspense. C'est un tome qui relate exactement tout ce qui est résumé au dos. Mais c'est un tome qui vous met dans l'introduction. C'est un tome pour le moins important. Puisque même si on n'apprend rien qu'on n'apprend pas dans le résumé dans cette histoire, en fait, je pense qu'il est important puisque dans le tome 2, nous suivrons du coup la princesse déchue. D'ailleurs, c'est le nom du tome 2. Et pour comprendre la déchéance de Sarah, de son rythme de vie, ou plutôt de sa condition sociale, il faut qu'on puisse voir comment elle vivait avant, il faut qu'on puisse avoir le choc de ce qui s'est passé, qu'on puisse vraiment vivre ce contraste. Et donc ça m'a énormément émue. Mais surtout, Sarah, c'est un personnage qui vous touche, qui vous prend votre petit cœur et qui vous l'embaume, qui vous montre que c'est pas une petite fille pourri gâtée, que elle est pleine de culture, elle est pleine de bonté, elle a un cœur juste énorme, un cœur qui peut justement donner et recevoir beaucoup d'amour. C'est une petite fille qui ne peut laisser personne indifférent. J'ai adoré le monde avec cette ambiance historique, mais à la fois assez avancée dans le temps, puisque nous avons, comme je vous ai dit, des poupées qui sont capables de faire des choses. Par exemple, Sarah, elle a une dame de chambre, c'est une poupée sa dame de chambre, et sa dame de chambre lui parle, la coiffe, fait pas mal de choses. Et si on en suit la période historique auquel se ramène ce tome, cela n'est absolument pas possible, mais nous sommes également imbibés dans la culture grâce aux tenues, grâce à la façon de vivre qui nous ramène vraiment à notre histoire. Les personnages, comme je vous ai dit, sont attachants, ils sont adorables, mais il y a un personnage qui
vous titille dans le sens où vous l'appréciez pas tellement, vous sentez sa manipulation, vous sentez l'appât du gain, vous sentez plein de choses. Tout cela est exacerbé à travers un graphisme qui est très détaillé et qui vous immerge dans cette profondeur des sentiments. Je vais m'arrêter là, je pense que je pourrais beaucoup vous en dire, mais déjà qu'il n'y a pas beaucoup de suspense puisque c'est un tome, comme je vous ai dit, introductif. Si je vous en dis trop, ça peut vous en gâcher la lecture. Je vais continuer avec une œuvre graphique que tout le monde connaît, au moins de nom, Lou Sonata de Julian Hill, publié chez les éditions Glénat. Moi, je n'ai pas lu les aventures de Lou quand elle était petite, je pense m'acheter l'intégrale, mais je savais que ce premier tome de Lou, une fois qu'elle rentre dans sa vie d'adulte, était facilement lisible pour une personne qui ne connaissait pas. On pouvait vraiment le prendre comme un premier tome. On la voit quitter sa famille, ses amis, arriver dans une nouvelle ville, et cela est assez déconcertant, cela est assez difficile, et c'est un tome qui vous émerge du coup dans les sentiments que l'on ressent quand on quitte le domicile familial. Comme je vous ai dit, ce tome, il est déstabilisant. Déstabilisant puisque je pense que tout ce qui est noté dans cette histoire, on l'a vécu. On l'a vécu que ce soit en prenant son premier appartement, en quittant ses parents pour faire ses études. On l'a quitté puisque quand on change de ville et qu'on ne connaît personne, c'est jamais facile. Enfin, je pense qu'on a tous vécu une part de ce que Lou a vécu. Et c'est troublant de se reconnaître dans un personnage, même quelques années après, puisque moi ça fait un moment que j'ai quitté le domicile de mes parents. Ça m'a pas empêché de voir les similitudes qu'il y avait entre Lou et ma propre vie personnelle. Et je crois que c'est une œuvre graphique qui a fait cet effet à beaucoup de monde. Les graphismes sont très expressifs. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de dialogue pour les comprendre, pour savoir ce que ressentent les personnages. Cependant, moi qui ne connaissais pas du tout le trait graphique de Julian Hill, j'ai été assez perplexe et pas très sensible au fait que, si vous voulez, dans l'œuvre graphique, c'est dans des tons orangés, dans des tons bleus. En fait, tout est bleu ou tout est orangé. Ça va vraiment avec l'ambiance de l'histoire. Si vous voulez, au début de l'histoire, nous avons une ambiance assez automnale. C'est la rentrée scolaire, donc les tons orange sont présents. Quand c'est le soir, les tons bleus sont plus présents. Et ce côté-là, ça m'a coupé un peu du réalisme de l'histoire, mais ça, ce n'est que mon avis personnel et ma sensibilité au graphisme, qui toutefois, comme je vous ai dit, reste très expressif. Ce tome, je l'ai adoré, puisque la recherche de soi est mise en avant, la difficulté de choisir son cursus scolaire, la complexité des sentiments, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, enfin, c'est des questions qu'on se pose régulièrement, même quand on est dans la vie active. On se demande si on fait les bons choix, on se demande beaucoup de choses sur soi-même, on se pose des questions et toutes ces questions, Lou se les pose. Et comme je vous dis, c'est une œuvre graphique qui ne peut que plaire puisque tout le monde peut se retrouver en elle. Je ne vais pas développer plus que ça le sujet. Je vais enchaîner avec le tome 2 de Dahlia, artisane magicienne de Megumi Sumikawa, publié chez les éditions Komiku. Je vous avais déjà parlé du premier tome que j'avais adoré, où nous suivons Dahlia, qui est la fille d'un artisan d'objets magiques, et elle va devenir un petit peu sa successeuse. Mais tout n'est pas facile, être une femme auto-entrepreneuse dans un monde assez arriéré, c'est compliqué, avec une magie qui est assez innovante, une magie qui vous fait sourire, puisqu'en fait, pour eux, ce qui est de la magie n'en est pas forcément pour moi, du moins au niveau des objets. Et je m'attendais dans ce tome à ce qu'on voie une protagoniste, donc Dahlia, prendre son envol, prendre vraiment toute la confiance en elle, puisque le tome 1 était assez introductif là-dessus. Nous voyons une jeune femme forte, une jeune femme qui ne veut avoir besoin de personne, mais là, ce tome m'a fait un tout autre effet. Donc nous suivons Dahlia dans les premières pages de ce tome, qui se fait relooker par une amie à elle, puisque son amie va lui faire comprendre que, en tant que chef d'entreprise, l'apparence est très importante. Il faut être présentable, il faut montrer qu'on maîtrise son sujet et que pour ça, le fait d'être bien habillé, le fait d'être bien maquillé, ça donne une confiance en soi. Dans ce tome, nous voyons également la naissance d'une amitié entre un homme et une femme.
Nous la suivons particulièrement puisque c'est un personnage qui va rencontrer notre jeune Dahlia dans le premier tome, un personnage qui nous intriguait et là nous allons apprendre à le connaître. Je m'attendais dans ce tome à voir Dahlia continuer à développer son entreprise mais aussi être vraiment bercée dans ce monde magique et non, là nous sommes plus en train de voir des amitiés se lier, des relations, mais nous avons aussi un aperçu du passé du papa de Dahlia avec quelques révélations. Donc ce tome est beaucoup moins axé sur les rebondissements. Je me suis un peu ennuyée, même si je pense que je lirai le tome 3 parce que je suis très curieuse et que ça paraît vraiment très prometteur, que l'univers me plaît, mais j'en attendais beaucoup plus. Je ne vais pas développer plus sur ce livre puisque il n'y a pas grand chose à dire et comme ce n'est pas un tome 1, je ne voudrais pas vous spoiler. Le dernier tome dont je vais vous parler dans cette update lecture, c'est Skydol, le tome 1, La Ville Jaune de Barbucci Canepa, publié chez les éditions Soleil. Ce tome a laissé un sentiment particulier, je ne savais qu'en penser dans cette histoire. Nous allons suivre la jeune Noah qui est une poupée de synthèse qui a une conscience contrairement aux autres poupées. Les poupées de synthèse dans cet univers sont considérées un peu comme des objets et la plupart du sexe féminin est représenté par ces poupées, même si d'après ce que j'ai compris, d'autres femmes existent qui ne sont pas des poupées et la plupart des hommes sont représentés par des animaux. J'ai été très surprise, c'est une bande dessinée qui est vraiment pour adultes, je ne la conseille pas du tout pour un jeune public. C'est une bande dessinée qui fait réagir de par ses sujets, de par les rebondissements. C'est une bande dessinée qui va utiliser tous les clichés les plus sexistes contre lesquels on se bat au quotidien. Donc à mon avis, auprès du lecteur, c'est le genre de détail qui passe ou qui casse. Ça fait immédiatement réagir, comme je vous le dis. Donc c'est soit on se dit, bon bah l'auteur veut dénoncer ça, soit on se dit, bon bah il cultive certaines choses dont on n'aime pas. Moi je préfère croire que l'auteur veut nous faire réagir contre ces clichés. Dans ce tome futuriste, nous avons également un aspect religieux, mais je vous avoue que j'ai pas trop compris où voulait en venir l'auteur. L'histoire est vraiment basée du coup, comme je vous dis, sur la religion, le charnel. Nous avons vraiment des dessins très très explicites. Nous avons la notion de consentement qui est abordée. Je vais pas développer tout ce que je vous cite puisque c'est très très facile de spoiler et je ne veux surtout pas le faire. Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette bande dessinée, c'est le graphisme et le travail de ce graphisme qui est juste impressionnant. C'est très très coloré, c'est dans les tons très bleus, très roses, c'est super joli à voir et personnellement j'ai beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup tout ce qui est coloré donc ça ne me surprend pas. Par contre si vous aimez pas les couleurs flashy, ça risque de vous déranger. En tout cas cette bande dessinée, comme je vous ai dit, elle m'a laissé un sentiment perplexe. Je m'attendais pas du tout à ça, pas du tout à de telles thématiques. Et je vais lire le tome 2 pour m'éclairer un peu plus sur le sujet. Je vais pas vous en dire plus non plus, puisque j'ai pas envie de détruire l'œuvre d'un auteur. Les sujets, comme je vous ai dit, ils sont sensibles. C'est délicat de poser des mots dessus, et surtout de poser des mots justes. Je pense que c'est surtout ça. J'ai écrit une chronique concernant ce livre qui est en ligne. Je pense que cette chronique utilise les bons mots, mais si c'est pour vous la lire, c'est pas la peine. Il m'a fallu énormément de temps pour écrire mon avis sur ce livre. Énormément de temps puisque le choix des mots était justement très compliqué. Et cette œuvre, comme je vous ai dit, moi, m'intrigue énormément, mais elle n'est clairement pas pour tout public. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire quelles sont vos dernières lectures. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres présentés si vous en avez lu ou me dire s'il y en a un qui vous tente. Je vous attends en commentaire comme toujours, j'ai hâte que l'on puisse en discuter tous ensemble. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!